Dans la vie, il y a deux possibilités, subir ou diriger sa vie. En écoutant BTLV, vous avez choisi votre camp. Ici, pas de censure, pas de pub, seulement une autre information que celle délivrée à longueur de journée par l'ensemble des médias. Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs 21h minuit sur BTLV. Salut à tous, très heureux de vous savoir à l'écoute de BTLV. Chaque jour, de nouveaux chercheurs de vérité poussent la porte de ce média unique en son genre pour en devenir membre. Alors bienvenue, mais attention, si vous aimez la télé-réalité, vous êtes mal tombé. En revanche, si vous pensez que l'intelligence d'une femme ne se mesure pas à la taille de sa poitrine, alors vous avez frappé à la bonne porte. Mon nom est Bob et ce soir encore, j'expose et vous disposez. Tous les soirs sur BTLV, tout ce que l'on nous cache depuis toujours, enfin révélé. 21h minuit, Bob vous dit toute la vérité. BTLV, la seule radio pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Il est installé dans le Lyonnais, si je ne m'abuse, et fait voyager différents. Il s'appelle Éric Grange, il est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir Bob, bienvenue. Bah écoutez, ravi, c'est moi qui suis ravi de vous accueillir. Vous êtes créateur d'Oasis Voyage, une agence qui organise des voyages initiatiques. Alors c'est pas tant vos voyages qui m'intéressent, c'est ce que vous en avez ramené vous, parce que bien sûr, quand on est capé au départ pour faire ingénieur, puisque vous avez fait des études d'ingénieur. C'est ça, oui. On est loin de l'initiation, on est plutôt dans la cartésianité, je dirais. Oui. Et puis tout d'un coup, on a envie de faire autre chose. Ce petit déclic, donc j'imagine qu'au départ, vous êtes heureux de voyager, vous aimez ça, mais quelle idée de ramener ces voyages à cette initiation, à ce mystère, à cet inexpliqué, à cette archéologie interdite, à cette histoire, à ce passé différent. Oui. Ben en fait, comme beaucoup, j'ai grandi dans le cursus scolaire et puis scientifique, et puis au fond de moi, j'avais toujours une petite voix intérieure, et je me sentais un petit peu extraterrestre. Je me souviens quand j'étais à l'école ou dans mon cursus estudiantin, et je lisais comme ça des livres de psychologie, et j'étais très attiré à l'époque, mais de manière indépendante par rapport à ma vie intérieure par la planète, c'est-à-dire que j'étais passionné par les cours de géographie à l'école, j'apprenais par cœur le nom des capitales, et je voyageais en pensée, puisque dans ma famille on voyageait pas trop dans les avions. Et puis du coup, quand j'ai commencé à travailler et à gagner mes premiers sous, j'ai fait mon premier voyage, c'était en Égypte par hasard, une terre hautement sacrée, et il s'est trouvé que en prenant des raccourcis, quelques années après, en 1998, j'ai été embauché par Nouvelles Frontières comme responsable de destination des circuits initiatives Égypte, et c'est un pays où j'ai dû aller 30 à 40 fois. Il se trouve que dans ma vie, lors de ce tout premier voyage que j'ai fait, et j'avais 22 ans, j'ai eu la chance de me retrouver tout seul dans la grande pyramide de Gizeh, Khéops, et pendant même peut-être assez longtemps, je peux pas dire combien, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et ça a été pour moi une première expérience de méditation assez forte. Donc ça a été, j'avais l'impression de pouvoir accéder à ce que l'on pourrait appeler l'akasha ou le plan supérieur, et c'était vraiment quelque chose qui pour moi a été une expérience très forte, qui après, sur laquelle sont venus se construire d'autres expériences dans cette pyramide ou ailleurs dans le monde, quoi. Le profil de ces gens à l'époque qui vous accompagnaient via Nouvelles Frontières, c'était quoi? À l'époque, c'était le grand public, qui, voilà, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui le profil des gens que j'emmène, qui sont majoritairement des femmes, qui sont tous plus ou moins engagés dans une démarche personnelle, et qui veulent faire de leurs vacances, comme j'aime dire, une vacance au singulier, c'est-à-dire pouvoir retrouver cet espace à l'intérieur de soi qui est vide, qui est peut-être vierge, qui est inexploré, et qui est d'une immense profondeur, quoi. Alors vous évoquez assez souvent les annales akashiques, les mémoires akashiques, etc. Vous êtes donc
parce que ça se défend, adepte de ce grand ordinateur, de cette grande bibliothèque qui rassemble toutes nos consciences, nos pensées, nos expériences quelque part. Adepte non, mais je dirais inspiré, oui. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé dans ma vie que lors du tout premier voyage initiatique que j'ai organisé, j'ai vu arriver quelqu'un des États-Unis qui s'appelle Ernesto Ortiz et qui après m'a demandé de lui organiser ses voyages. Et cet homme-là est le leader aux États-Unis des mémoires akashiques. Et je me suis trouvé un petit peu, malgré moi, si je peux dire, embarqué dans cette formation de mémoire akashique. Et c'était au tout début où j'ai créé mon agence. Et ça a été une révélation parce que j'ai pu comprendre avec en protocole particulier que l'on pouvait accéder à un plan supérieur qui était là pour nous guider. Et l'expérience que j'en ai, c'est qu'il ne s'agit pas de se promener, je dirais, dans la grande bibliothèque du monde, puisque même si nous en avions la capacité, cela n'aurait peut-être pas de sens, mais c'est d'aller dans cette grande bibliothèque du monde, aller chercher l'information dont j'ai besoin ici et maintenant, tout de suite dans ma vie d'aujourd'hui, vous voyez. Et du coup, dans cette expérience de mémoire akashique, c'est comme si ce que Ernesto appelle les maîtres d'Akasha ou les lords d'Akasha, étaient là pour me donner l'info, le prochain pas à faire dans ma vie. Et c'est vrai que mon agence a été créée, je dirais, avec cette guidance akashique, et ça a été quelque chose d'assez incroyable. Mon expérience, maintenant, ça fait 8 ans, donc beaucoup, mon travail s'est beaucoup transformé, mais c'est vrai que ça a été en démarrage incroyable, quoi. Comment l'ingénieur que vous avez au fond de vous réagit en fait, ou en tout cas après avoir fait des études d'ingénieur, on est vraiment sur du 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire que, et tout d'un coup, est-ce que ce 1 plus 1 égale 2 qui a été finalement vos fondamentaux ne reviennent pas parfois à la surface? Je vous le dis parce que moi je me pose beaucoup de questions, il y a des moments où je me dis mais tout ça c'est du bidon, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter tout ça. Je vais changer de mon fusil d'épaule. C'est du grand. Je cours après une chimère. C'est vraiment. C'est que de l'imagination, etc. Il m'arrive parfois d'avoir ce ressenti. Est-ce que vous l'avez de temps en temps aussi, vous? Bien sûr. Je dirais pour moi, nous sommes équipés d'un cerveau et d'une intelligence. Dieu nous a fait avec ce cerveau et cette intelligence. Donc profitons-en. C'est-à-dire cette intelligence est là pour nous aider. Par contre, ce n'est pas le siège de pilotage de notre vie. Ça, c'est très important de le comprendre. Le siège de pilotage, c'est notre sagesse antérieure. Et notre cerveau va structurer quelque chose. Parce que je peux être inspiré, je peux être en connexion avec moi-même. Pour avancer dans ma vie, je dois être, à minima, être capable de structurer ma vie, de l'organiser. Et si j'ai un projet professionnel, il va bien falloir que je crée un site internet, des cartes de visite, etc. Et que ça ne va pas venir que avec le cerveau droit, le cerveau de l'inspiration. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose de complémentaire par rapport aux expériences irrationnelles qui doivent, à mon avis, toujours être confronté froidement avec, je dirais, ce cerveau pour justement nous grounder, c'est-à-dire nous ramener à la terre. Moi, quand je reprends par exemple cet exemple parce qu'il me touche beaucoup de la grande pyramide du Caire. Chaque fois que je regarde cette pyramide, même simplement là en y pensant, je trouve qu'il y a une harmonie, c'est plus qu'une harmonie, il y a une perfection dans les formes, dans les dimensions, etc. C'est-à-dire, et cette émotion que je ressens, est-ce qu'elle est due à mon
cœur qui est touché par quelque chose qu'il ne peut appréhender en totalité, probablement que oui, mais c'est peut-être aussi une extase mentale, si je peux dire, parce que cette forme de géométrie sacrée me donne aussi un plaisir mental ou une illumination mentale. C'est-à-dire que pour moi, le mental n'est pas quelque chose à écarter. C'est quelque chose qui peut s'illuminer, qui peut devenir lumineux. Les pensées peuvent être lumineuses, comme nos émotions peuvent être lumineuses, comme notre corps peut être lumineux. Et peut-être cette lumière-là, c'est la lumière de notre âme qui est encore plus profonde et qui va traverser nos différents corps pour vibrer sur cette planète. Alors, je vous ai posé cette question parce que j'ai regardé, je crois que c'est jeudi soir dernier, La merveilleuse histoire du temps sur Stephen Hawking, qui est un exemple de vie et qui, au début de ses thèses et de ses travaux, bien sûr, réfute l'idée même d'un Dieu. Et puis, à la fin, on s'aperçoit que lui-même envisage le grand architecte. Vous pensez franchement qu'il y a quelqu'un, quelque part, une entité, une conscience qui est à l'origine de tout? Ce n'est pas ma représentation. Je pense que Dieu, c'est tout ce qui est infini. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire « je ne crois pas en Dieu, mais je suis jardinier et je mets de la beauté dans mon jardin et je trouve sans cesse des moyens, des ressources de mettre mon jardin toujours plus en beauté », en fait, il est habité par Dieu qui va le pousser, qui va l'inviter à toujours aller plus loin. Et pour moi, le divin, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est l'axe infini à l'intérieur de moi qui fait que je suis peut-être toujours capable d'aimer un peu plus, peut-être un peu plus capable de me mettre en colère, peut-être un peu plus. et chaque fois que je caresse l'infini ou le désir d'infini, en fait, je suis imprégné par le divin. Et finalement, si on regarde bien, tout le monde a quelque chose qui est moteur, même si ce sont des besoins basiques. On peut imaginer quelqu'un qui est victime de malnutrition, qui est plutôt en situation de malnutrition. Et ben lui, pour cette personne-là, sa divinité, ça sera d'être en quête d'un repas qui va le restaurer, quoi. Donc c'est plutôt pour moi l'énergie de vie, et c'est cette énergie de vie que je retrouve sur la planète, autant avec des lieux, mais autant aussi avec des personnalités, et autant parfois sur des moments particuliers, des dates auspicieuses ou des festivals comme il y a au Bhoutan ou à Bali ou en Inde, qui vont faire qu'il y a une conjonction de calendriers, de lieux, de personnalités inspirantes sur ces événements-là, quoi. Et ça c'est quelque chose qui, dans ma vie, telle que je suis construit, m'a beaucoup nourri, quoi. C'est-à-dire que pour revenir à votre question là sur le cartésianisme, c'est vrai que nous en Occident on est particulièrement enclavé dans ce cartésianisme parce que les niveaux d'études peuvent aller très très loin, et que dans mon expérience, quand je pars en Afrique, quand je pars en Asie, quand je pars en Amérique latine, je rencontre des libertés humaines dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs conceptions, qui sont plus libres que nous, où des fois on peut aller à l'école jusqu'à 25-27 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et que du coup, des fois, pour se détacher de ça, il y en a qui s'en détachent, qui en font comme je dis, en soutien, et il y en a qui restent un peu des disciples de ce cartésianisme, quoi. Comment vous avez eu envie de choisir telle ou telle destination? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits dans le monde. Vous allez au Pérou, à Bali, en Égypte, à Malte, en Australie, en Birmanie, en Inde, en Angleterre, au Tibet, au Brésil, à Hawaï, en Chine. Bon alors, si je suis mauvaise langue, je me dis vous allez qu'au soleil, hein. Donc voilà. Donc vous avez bien fait de joindre l'utile à l'agréable. Mais franchement, comment choisir tout cela?
Alors en fait, ça a été le résultat de rencontres, c'est-à-dire qu'en fait les tout premiers voyages, en ayant la planète, je dirais, comme terrain d'exploration. J'ai, de par mon passé où pendant à peu près une quinzaine d'années, j'étais dans le développement personnel, à rencontrer des animateurs, voilà. À un moment donné, je me suis intéressé à quelqu'un qui s'appelle Margot Anand et qui a développé une voie qui s'appelle le Skydancing. Et à cette personne-là, je lui ai dit, mais j'aimerais t'organiser en voyage pour que ton enseignement, tu puisses le faire ailleurs, quoi, justement, au soleil, dans d'autres lieux. Et je lui ai dit, mais quels sont quel est le pays qui t'inspire le plus? Et elle m'a dit, c'est Bali ou le Bhoutan. Alors bon, le Bhoutan, ça me semblait un petit peu compliqué à l'époque, donc nous sommes allés à Bali. Et effectivement, là-bas, j'ai été émerveillé de voir un système social entier qui est basé sur la spiritualité, ce qui est complètement différent de nous, notre système social à nous, quoi. Et du coup, ça c'est une rencontre qui a fait que Bali a été ma première destination initiatique, puisque en fait c'est là où Ernesto Ortiz est venu et m'a fait découvrir l'enseignement des mémoires akashiques, et puis il y a eu beaucoup d'autres rencontres. Après, je me suis naturellement tourné vers l'Égypte, qui pour moi est une terre hautement sacrée, et qui dans tout le pays vibre avec ces lieux absolument incroyables que sont les temples, les pyramides, cette vallée du Nil qui même a une dimension qui vient caresser l'âme, à mon avis, qui vient caresser l'âme dans l'éternité. Et après, Pérou et Inde, par exemple, ce sont des grandes destinations spirituelles. Avec le temps, maintenant, nous allons dans des endroits plus difficiles d'accès, comme par exemple les communautés aborigènes d'Australie. Et par exemple, monter en voyage au sein d'une communauté aborigène en Australie, c'est 3 ans de travail pour nous. Je dis pas 3 ans à temps plein, nous sommes bien d'accord, mais c'est 3 ans où, avec des contacts sur place, avec des gens qui vont se renseigner pour nous, qui vont négocier parfois pour nous, vont nous permettre de trouver une communauté qui va accueillir notre petit groupe et leur dévoiler une part de leur mystère, une part de leur secret. Et maintenant, nous sommes un petit peu plus dans ce travail d'investigation qui des fois prend très longtemps. Quand nous allons au Tibet, c'était pareil, pour que je puisse trouver des Tibétains et non pas des Chinois pour vraiment nous faire découvrir leur Tibet et dans des conditions optimum, même si autour il y a un cadre tenu par les Chinois. Il m'a fallu vraiment mettre de l'énergie, mais la magie, je trouve, c'est que l'intention fait la création, et que finalement, chaque fois que je me suis dit, oh tiens, et si je faisais quelque chose au Tibet, eh bien, ça a été en parcours initiatique que de créer ce voyage au Tibet. C'est-à-dire que pour moi, si ma finalité c'est de proposer des égrégores initiatiques à mes voyageurs, notre parcours en interne dans l'agence est déjà initiatique dans la création même, à observer les contacts qui se font, qui des fois se font attendre, et puis ma foi, il faut peut-être que je change quelque chose en moi, une façon de penser, et hop, le processus redémarre, et puis petit à petit, 3 ans après, on a réuni les personnalités, on a réuni les dates, les possibilités, et on peut enfin proposer quelque chose, quoi. Donc c'est assez passionnant ce que je vis, Bob, parce que finalement je me sens pas comme un créateur, mais comme guidé effectivement par mes inspirations, mais qui sont peut-être ni plus ni moins que des prémonitions ou des pressentis de là où je dois aller créer et mettre en structure, quoi. C'est assez fabuleux, quoi. Parce que effectivement, quand on monte un voyage comme vous le faites, quel que soit le pays où on veut arriver,
avec les participants, il faut avoir réuni les bons guides, les autres les plus compétents, etc. Donc ça demande un travail en amont colossal. Et la plus grande difficulté, c'est quoi? C'est votre culture par rapport à la culture d'un Tibétain ou d'un Amérindien, parce que être accueilli dans une tribu aborigène en Australie, c'est pas simple. Vous voyez, je veux dire, on est loin du MP3 et de l'écran plat, quoi. En fait, vous avez exactement mis le doigt sur la partie la plus sensible et peut-être la plus merveilleuse de notre travail, c'est de créer du lien. Et c'est-à-dire que je vois par exemple avec les grands prêtres avec lesquels on travaille, par exemple à Bali, au début notre groupe avait rendez-vous avec le guérisseur par exemple, et on arrivait chez le guérisseur, puis il y avait une gentille dame qui me disait: il est parti parce qu'il a été appelé dans le village d'à côté pour animer une cérémonie. Et puis je me disais, mais voilà, ça se passe comme ça à Bali. Et nous, il a fallu qu'on apprenne à nos grands prêtres et nos guérisseurs à respecter en agenda, puisque vous imaginez les c'est gens le rythme qui arrivent, qui est différent. voilà. Ouais. Et du coup, ça fait qu'au fil des ans, je vois les voyages se bonifier, s'intensifier, parce que d'un côté, j'ai des voyageurs à qui je vais expliquer, ici, par exemple, à Bali, quand tu rentres dans un temple, tu rentres pieds nus et tu mets en sarong, c'est-à-dire en paréo, autour de la taille, et tu le mets à gauche si t'es une femme, et tu le noues sur la droite si t'es un homme, et puis un certain nombre d'autres principes. Et de l'autre côté, mon travail, c'est d'aller voir les guérisseurs, les grands prêtres, en leur disant: attention, s'il te plaît, sois à l'heure. Arrête-toi de temps en temps de parler pour que notre traducteur puisse faire son travail, et je fais et moi je suis au milieu à faire ce lien. Je trouve ça fabuleux de relier les gens, puisque comme je dis, je relie les mondes, et ça me donne des frissons. Et quand au bout du compte, après une expérience, j'ai une personne de l'étranger qui est tellement heureuse d'avoir pu partager sa compétence, sa connaissance à des gens d'Occident qui d'habitude sont plutôt preneurs de safari photo, etc. Et de l'autre côté, des voyageurs qui vont arriver à pouvoir palper ce que c'est que ici, comment est-ce que l'on fait pour se tourner vers Dieu. C'est absolument fabuleux. Pour moi, ça me donne un tel bonheur que j'en ai fait mon axe de vie, quoi. Ouais. Il y a des gens que vous voyez se transformer au fil d'un voyage? Ah oui, moi je vais vous donner l'exemple d'une femme. Moi j'habite dans la campagne de Lyon, notre agence est dans la campagne de Lyon, et il y a une femme qui est 3 villages à côté. Et pendant 3 ans, toujours pour reprendre cet exemple de Bali, elle m'a téléphoné pour me poser beaucoup de questions. Est-ce que ça valait le coup de faire ce voyage? Et elle avait lu la brochure en long, en large et en travers. Elle me posait quantité de questions. Pour vous dire, elle avait lu les conditions particulière de notre charte d'assurance dans les détails. Elle me posait des questions absolument incroyables, et je pense qu'en termes psychiques, c'est un peu une maladie psychique, ce pointillisme. Et je me suis dit qu'est-ce que ça va faire? Et un jour, elle s'inscrit. Il faut imaginer la chose, au bout de 3 ans, elle met 3 000 € et hop, on part à Bali, et puis je la vois arriver à l'aéroport, au comptoir d'enregistrement, à combien de mètres se trouve le guichet de la porte d'embarquement, etc. Et je me dis, c'est pas possible, là, il va se passer un truc. Bref, on fait une expérience de rencontre avec un guérisseur. Notre guérisseur la voit venir, et avant de lui permettre de monter sur la zone sacrée de son temple où il exerce, il fait un geste avec son doigt qui tape sur sa tête, et il lui dit: toi, ton mental, trop fort, je peux rien pour toi. Ah ouais. Alors, il faut imaginer la femme qui a mis 3 ans à se décider, qui a dépensé temps et argent, et elle peut même pas monter et rencontrer le guérisseur. Donc moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est sortir les Kleenex, parce qu'elle s'est mise à pleurer, et elle s'est mise à pleurer pendant 3 jours. Et puis à un moment donné, j'ai dit: écoute, Janine,
peut-être qu'on peut refaire en essai. J'ai vu le guérisseur, il est là cet après-midi. On va faire en détour, on va repasser le voir. On va voir on va retenter une deuxième fois. Et effectivement, elle est venue et le guérisseur l'a laissé monter. Il lui a fait un traitement à base d'herbes et de salive, qui est de sa salive à lui, et qu'il a projeté sur une certaine partie du crâne, etc. Ça a été pour nous un miracle qui s'est déroulé sous nos yeux. Et cette personne ne posait plus de questions après pour tout le voyage. Ouais. Au point que c'était devenu une blague pour notre groupe. On lui disait « Hey Janine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas savoir quelle est l'altitude du volcan ou, ou le nombre de marches qu'il y a pour monter en haut du temple ?» Et ça a été pour nous un véritable miracle. Et des expériences comme ça, je pourrais en raconter des centaines en couple d'amis qui après en voyage a changé sa vie professionnelle et son domicile. Et j'ai quantité de personnes qui, suite à un voyage, se sont mariées, ont divorcé, ont trouvé un boulot, ont quitté un boulot. Ouais. Et ont eu comment dire, ça a été un peu un catalyseur de leur vie. Il y en a toujours quelques-uns qui passent idem après un voyage initiatique et qui ressortent comme ils sont arrivés. Mais en général, c'est plutôt l'exception. Parce que il y a toujours, on en parlera juste après la pause, on va faire une pause, mais c'est l'attente des gens n'est-elle pas parfois trop importante? Je propose de réfléchir à tout cela. Eric, on se retrouve dans un instant, oui, avec juste après la pause. Restez donc avec nous. Bob vous dit toute la vérité. Et je reçois ce soir Eric Grange, créateur d'Oasis Voyage, une agence qui organise des voyages initiatiques. Eric, la question que je vous posais juste avant la petite pause est celle que qui me revient souvent en tête parce qu'on organise aussi pas mal de choses, des voyages. D'ailleurs, on aura les 5 et 6 septembre prochains un voyage à Bugarach, un voyage ufologique pendant 2 jours, etc. Donc non, on va pas aussi loin que vous, hein, c'est-à-dire qu'on n'organise pas la nuitée, etc. Les gens se débrouillent un petit peu, mais ils nous rejoignent. Et souvent, certains attendent beaucoup. On les a emmenés à Fougeray, par exemple, dans un château d'Ianté. Les gens pensent y voir des spectres avec des boules. Et vous voyez ce que je veux dire. Et souvent, je me dis, attends, plus on s'attend à quelque chose, moins on vit les choses, non? Ah oui. Ça, c'est tout à fait clair que cela peut être en risque. Et nous, dans le voyage, on l'a de manière démultipliée, puisque il y a des voyages qui demandent un investissement en temps et en argent qui est important et qui fait naître beaucoup d'attentes. Alors nous, en fait, on travaille ça déjà à l'inscription. Je prends pratiquement toutes les personnes qui s'inscrivent en voyage et je fais très attention à créer de l'incertitude parfois, c'est-à-dire en leur disant ce que vous allez vivre dans ce voyage initiatique, c'est pas forcément ce que vous en attendez. Alors bien sûr, ça n'empêche pas que certains s'accrochent à leurs attentes. Après, c'est le travail en face du potentiel initiatique, c'est-à-dire est-ce que ce potentiel initiatique va être plus fort, je dirais, en énergie ou plus faible que l'attente du participant. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'en face, l'égrégore, la dimension énergétique de nos intervenants soit suffisamment forte pour que les attentes puissent fondre. Et moi, je racontais juste avant vous cette femme là qui a mis 3 ans pour se décider en voyage et qui s'est refusé par le guérisseur. Finalement, je me suis demandé après coup, mais est-ce que le guérisseur n'a pas créé le choc finalement qu'il fallait créer en disant finalement toi ton mental trop fort, peut-être qu'il l'a fait naturellement, sûrement naturellement, il aurait pu le faire de manière calculée, mais en tout cas c'était la juste réponse pour dire voilà, ton attente est tellement forte, je peux rien pour toi. Point. Et ça, on en revient toujours là. Où est-ce que nous sommes ici et maintenant, et qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, et finalement je ne sais pas quel va être mon prochain pas. Déjà je ne sais pas si
qu'il va y avoir en prochain pas, puisque il y aura bien un jour où mon souffle va partir et où il ne va pas revenir. Ça, s'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs, c'est ça. Et en tout état de cause, toujours revenir au constat. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma première immersion aborigène, on s'est installé à côté de la communauté aborigène, et j'ai vu le chef de la tribu qui nous observait depuis le sommet de la colline avec des jumelles. Et faut imaginer des gens qui ont payé 5 000 €, 10 jours de voyage, et qui viennent me dire « Eric, ils sont où tes aborigènes ?» Et je leur dis « vous voyez le gars là-haut ?» qui nous regarde avec les jumelles, c'est le chef de la tribu, et puis il nous a fait savoir que pour le moment, il nous accueillait pas, quoi. On est peut-être à 50 mètres, mais il nous accueille pas. Et c'est au bout de 2 jours qu'on a eu le premier contact qui s'est fait parce que une femme aborigène est sortie de la tribu, nous a emmenés sur un lieu qui était une sorte de, on appelle ça holy water, eau sacrée, c'est-à-dire une sorte de canyon absolument fabuleux par la sensualité, par la beauté, l'eau était cristalline, il y avait des grosses roches, quoi. On était en plein bush, mais on se serait cru un peu ces roches des Seychelles. Enfin, c'était absolument incroyable, avec des arbres qui s'inclinaient sur l'eau, mais c'était de toute beauté. Ils nous ont fait découvrir ce lieu en plein bush, et là, on s'est naturellement mis à méditer, et puis on est revenu à notre campement, et il y a eu un cercle de parole autour de cette femme aborigène. Vous avez dit, qu'est-ce que vous avez vécu? Alors la plupart disaient une grande sérénité, une grande paix, voilà, je me suis senti contacter mes dimensions intérieures, bon. Et le lendemain, cette femme revient nous chercher et elle nous ramène au même lieu. Et je dis, bizarre, écoute, on va se remettre là, en méditation, en contemplation, de manière très libre, hein, c'était pas guidé. Hein. Et le soir, cercle de parole, et puis il y a quelqu'un qui dit, c'est bizarre, mais en méditant, j'imaginais des boules blanches, et c'était mon expérience personnelle aussi à moi. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je vois des boules blanches. J'ouvre les yeux, elles y sont pas, mais je les referme, j'imagine des boules blanches. Et notre femme aborigène là, nous dit, vous avez vu les boules blanches, donc maintenant on peut vous intégrer dans la communauté et on va vous montrer d'autres lieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous avaient mis en observation, ils nous observaient et nous on les observait, et 2 en situation de test. Et là, si vous voulez, pour répondre à votre question sur les attentes, nous, ça a provoqué, mais les gens, il y avait certaines personnes dans le groupe qui étaient rouges comme la terre du push, parce qu'imaginez aller si loin et s'entendre dire voilà, les aborigènes on les rencontre pas ou on n'en rencontre qu'une, ça a mis les gens dans un tel état de colère pour certains que finalement après, ça a été que du bonheur, parce que à travers leur lieu sacré, à travers leur peinture, ils nous ont montré, ils nous ont fait un atelier de peinture, ils nous ont transmis comment est-ce que l'on fait la symbolique des toiles aborigènes avec les U qui représentent les trous d'eau, avec les séries de petits points qui représentent les lieux sacrés dans les lieux sacrés, etc. Ça a été extraordinaire, mais je peux vous dire que là, ça a été initiatique. Quel est celui de vos voyages qui vous a, vous, le plus marqué, en tout cas le contact avec une certaine population? Quel est ce voyage avec lequel vous avez été le plus en phase? Moi, celui qui a nourri le plus ma vie spirituelle, ça a été Bali. J'en parle souvent. Pourquoi? Parce que Bali, qui est une île en Indonésie, 13 000 îles en Indonésie, il n'y en a qu'une qui n'est pas musulmane et qui a développé une spiritualité propre, c'est Bali. Et ils ont fait l'individu, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est imprégné et accompagné de tout un processus spirituel qui là-bas est
collectif, c'est-à-dire que tout se fait avec la famille, avec les voisins, avec le village et de temps en temps toute l'île entière pour certaines grandes cérémonies. Et du coup, sa vie est ponctuée d'un accompagnement spirituel. La naissance, je le disais, mais le passage à l'acte adulte, le mariage, etc., les décès, et tout fait l'objet de cérémonies, puisque en balinais, il a au moins peut-être 1 ou 2 grandes cérémonies par semaine. Et du coup, tout passe dans la spiritualité. Moi, je sais que un jour, j'étais à Ubud, que je ressens comme la capitale spirituelle de Bali. Je prenais mon petit déjeuner à mon hôtel sur une terrasse qui donnait sur la rue. Et là, il y avait un chauffeur de taxi qui préparait sa journée. Il a commencé par nettoyer physiquement, matériellement, sa voiture. Et après, je l'ai vu, il a été chercher des petites fleurs de palmier, les a tressées ensemble, il a mis du riz dedans, il a mis des fruits dedans, il a mis un bâton d'encens dedans, il a déposé délicatement sa corbeille sur le capot de sa voiture, et il a mis les mains en namasté, les 2 paumes qui se font en face, et il a récité des mantras. Et après, il est parti chercher ses clients. Imaginez ce que ce serait un pays comme la France, où tout le monde, avant de commencer son travail, ferait brûler de l'encens, et puis se souhaiterait une belle journée, harmonieuse pour lui, harmonieuse pour son entourage, et harmonieuse pour la collectivité. Donc, comme tout le monde entretient ce champ d'énergie, et bien, on se retrouve dans quelque chose qui est très profond, qui est très doux. Et j'ai eu le bonheur d'aller dans cette île peut-être 20-25 fois, et c'est le pays où j'ai justement mon guérisseur favori, si je peux dire, à travers ces rituels, c'est ce qu'il m'a passé. Quand je le voyais, à un moment donné, j'allais tous les ans, il me voyait, et j'étais pas monté sur le temple, qui me disait, toi, t'as encore trop travaillé, je t'avais dit de prendre de temps pour toi. Et il m'a donné des petites techniques, mais minutes, avec un petit morceau d'allumette, des choses très très simples, très très basiques, qui m'ont accompagné toute l'année, et qui, plus que m'accompagner, m'ont fait sentir ce qu'aucune parole, ce qu'aucune formation, ce que l'on ne peut pas nous transmettre, parce qu'il y a une dimension au-dessus de nous, sur lequel nous restons vains dans nos tentatives de la faire connaître, de la transmettre, et que c'est une connexion intimement spirituelle, si je peux dire, et que les techniques restent des techniques, les rencontres restent des rencontres, mais à un moment donné, nous sentons une connexion avec quelque chose qui est inexprimable, et que ça, c'est le grand cadeau l'un des grands cadeaux que l'on peut recevoir dans une vie, sinon le cadeau suprême, quoi. C'est cette conscience de l'ici et maintenant. C'est bien sûr un ressenti fort pour vous, tous ces voyages, mais il y a une question que je vous ai pas posée et à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez quand même, c'est quel regard eux ont-ils sur nous? Parce que on arrive, ils voient des gens qui sont totalement occidentalisés, qui sont dans leur stress, et eux sont souvent des gens qui vivent plus chichement, dans des conditions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus en harmonie, souvent avec la nature que nous on l'est. Quel regard ils ont sur nous, en fait, quand vous parlez d'aborigènes ou de bouddhistes, de tibétains qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations? C'est effectivement très très particulier, parce que les personnalités qui sont sur leur chemin et qui sont sur leur nourriture spirituelle n'ont pas besoin de nous. Donc du coup, c'est là où mon travail devient sensible. C'est parfois d'arriver à convaincre certaines personnalités que nos groupes ne sont pas des groupes de touristes, mais des groupes, des fois j'emploie le mot pèlerin, en dehors de son émanation, je dirais, religieuse, mais simplement pèlerin, voilà. Et du coup,
il y a un travail des fois qui est parfois peut-être facile, mais des fois peut nécessiter de l'énergie pour dire j'aimerais bien que tu accueilles mon groupe. J'ai beaucoup ressenti ça à l'île de Pâques, parce que sur une île, les gens préservent beaucoup plus leur tradition. Dans toutes les îles du monde, on va trouver ça. Et à l'île de Pâques, encore plus, puisque c'est une île qui a été conquise, qui a été administrée de force. Et il m'a fallu, mais peut-être en mois, en 2 voyages de 15 jours, pour que les personnes qui pourtant m'étaient très amicales dans le contact acceptent de me dire « Ah mais oui, sur ce lieu-là, entre le 2e et le 3e Moa, il y a une porte interdimensionnelle, et puis je vais te mettre en contact avec mon ami qui est il n'y a pas de mot là-bas, il s'appelle Arturo, qui fait des rituels ici pour nous, et il les fait 2 fois par an à telle période de l'année. Mais il m'a fallu beaucoup de présence sur place pour me faire ouvrir ces portes-là. Parce que justement, à l'étranger, on ne vend pas la spiritualité comme il faut un petit peu le dire, on la vend en Occident, puisqu'il y a un marché spirituel en Occident, et un marché du développement personnel en Occident. Mais à l'étranger, ce marché-là n'existe pas, en tout cas, pas de la même manière. On peut faire des offrandes aux dieux, mais ça va être pour le temple, pour que le grand prêtre puisse vivre, ou le chaman puisse vivre, mais on n'est pas dans la même relation tarifaire. Et du coup, ça fait la beauté du voyage, mais ça fait aussi sa difficulté, puisqu'on ne peut pas acheter la présence dans grand prêtre, dans maître, etc. Et que c'est là où ça devient intéressant, c'est que moi, agent de voyage initiatique, comment je vais créer le lien. Des fois, il se fait très facilement parce que j'ai des relais, où des fois je tape à une porte et puis on se prend dans les bras, et c'est quelque chose de fabuleux. Et il y a eu d'autres moments, je parle de l'île de Pâques, où ils sont très très protectionnistes, comme dans le bush australien avec les aborigènes. Et là, il faut du temps. Il faut du temps, il faut me montrer, il faut que les gens me sentent. et ça, je trouve, c'est beau. C'est beau parce que justement, ça nous rappelle que nous qui font partie des riches de ce monde, un petit peu moins riches qu'avant, mais on reste encore dans la partie des riches de ce monde. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, et ça nous rappelle que la spiritualité ne s'achète pas, et ça reste toujours une pratique personnelle, une sincérité vis-à-vis de soi. Ça reste aussi des temps d'attention à soi-même, méditation ou temps de présence, peu importe les mots, et ces rendez-vous avec soi-même, on les prend ou on les prend pas, et ça, c'est quelque chose qui est en dehors de toute connotation cartésienne, de toute connotation financière, voilà. C'est sûr que ce côté financier, certains vont pouvoir vous l'opposer en disant c'est une usine à touristes, c'est du folklore, etc. Comment justement arrivez-vous à bien différencier? C'est pour ça que ça prend tant de temps avant de monter un voyage? Oui, parce que nous, le sous-titre de mon agence de voyage, c'est expérience en conscience. C'est ce que je propose, et les gens achètent. Je fais ma vie ici, c'est de proposer en service, de monter des expériences en conscience, c'est-à-dire d'aller sur place ou de passer beaucoup de temps pour créer cette expérience-là, et trouver des partenaires qui soient absolument authentiques, mais qui soient non seulement authentiques, mais en plus, je dirais, compatibles avec l'Occident. Compatibles en quoi? Compatibles parce que ils peuvent travailler avec un traducteur la plupart du temps, mais aussi compatibles parce qu'ils sont d'accord pour montrer en groupe occidentaux une partie de leur spiritualité, compatible aussi parce qu'ils vont peut-être aller plus doucement et repartir avec des fondamentaux qu'il a oublié, que nous à l'étranger on ne connaît pas. Donc c'est là où se fait la beauté
de notre travail. Et là, c'est le mystère complet, c'est-à-dire que, comme je disais, des fois ça se fait très facilement, des fois il faut du temps, des fois ça se débloque. Enfin bref, il n'y a pas de recette. Et finalement, tous nos voyages sont extrêmement différents les uns des autres. Et moi, je me méfie. On parlait de l'attente tout à l'heure. Quand les gens font un deuxième voyage chez nous, je dis bien à mes participants, faites attention. Le deuxième voyage, ça sera complètement autre chose que le premier. Déjà, un autre pays, une autre dimension, une autre relation à la liberté, une autre relation à la liberté d'expression, etc. Et là, vous allez vivre autre chose. Peut-être que le premier était plutôt sédentaire, là on est plutôt dans l'itinérant, peut-être qu'on va être en altitude alors qu'avant on était au bord de la mer et que ça change des choses au niveau du corps, etc. quoi. Il y a plus de femmes que d'hommes souvent dans le voyage, c'est ça ? Oui, nous on est à 3/4 de femmes qui fréquentent nos groupes, mais comme je dis toujours, c'est pas la quantité d'hommes qui compte, c'est la qualité. Je plaisante. J'avais compris. C'est vrai que depuis maintenant 8 ans que je fais ce métier, je vois l'âge de mes participants, la palette d'âge s'élargir. C'est-à-dire maintenant, on a des gens, par exemple des étudiants ou des jeunes adultes qui s'inscrivent, chose que je voyais pas il y a 8 ans. Et puis à l'inverse, j'ai une dame, mon amie Claudie, j'ai fait ses 80 ans à Bali, pour les 83 on était en Birmanie, et puis comme je lui ai dit, j'ai acheté 100 bougies, alors j'espère qu'on va quand même toutes les passer, et après on achètera un autre paquet. Mais il y a une palette d'âge qui s'élargit, et puis il y a aussi une notion familiale qui apparaît, c'est-à-dire on voit de plus en plus des familles venir et des gens venir avec leurs enfants. Moi, j'accompagne certains groupes en particulier. J'ai vu une famille venir avec des enfants qui sont très très impliqués dans les rituels. Ils adorent ça en fait. Peut-être que plutôt que de vivre ça de manière factice derrière en écran, là ils plongent dans une réalité. Et c'est vrai, quand on est tout habillé dans les bains sacrés en Inde ou voilà, on est vraiment immergé c'est le cas de le dire, dans une autre façon de vivre, et tout de suite il y a beaucoup d'idées, d'habitudes qui tombent immédiatement. Hein. Elles sont beaucoup plus sensibles, ces femmes. C'est pour ça que elles sont, et quel que soit leur âge, plus proches de toute cette spiritualité. C'est assez marrant que, encore une fois, c'est la femme qui montre la voie. Oui, et oui. Il y a un paradoxe, parce que quand vous me posez la question, je me rends compte que dans les différentes destinations où j'emmène mes groupes, en fait, ce sont beaucoup d'hommes qui sont nos intervenants. Donc il y a quelque chose de peut-être paradoxal là-dessus, ou peut-être y a-t-il un sens, voilà, je sais pas. C'est toujours difficile de s'exprimer là-dessus. Moi, je pense que le féminin a cette connexion plus naturelle avec l'univers, et que le masculin peut-être pose en cadre, et qui permet justement le cadre. C'est par exemple, voilà, on va partir du 1er au 15, voilà, on va faire ceci tel jour, etc. Et parce que le cadre existe, l'expérience va pouvoir prendre son ampleur. On sait bien l'expérience du peintre devant la toile blanche, c'est que le fait que la toile soit délimitée, ça concentre la création, et que si la toile n'était pas limitée, il n'y aurait pas de création possible. Vous allez découvrir de nouveaux horizons, parce que là, c'est quand même, il y a pas mal de pays déjà. Est-ce que vous êtes toujours en quête de nouveaux horizons, de nouveaux endroits ? Ah oui, là, je suis un amoureux des îles, donc j'aimerais repartir en Polynésie, aux Marquises. J'aimerais beaucoup aller aussi en Antarctique. Ce sont des lieux qui m'attirent énormément, mais
vous savez, quand j'étais petit, je me disais, j'aimerais passer une vie dans chaque pays, comme ça je connaîtrais tous les pays du monde. Après, en étant grand, je me suis dit, je peux même passer une vie dans chaque vie, je connaîtrais pas encore tous les pays du monde. Mais en soi, notre planète est merveilleuse. Nos humains, les humains ont une beauté incroyable. Aujourd'hui, on pourrait aller dans n'importe quel pays du monde et nous trouverons des gens passionnants, des gens lumineux, des gens qui ont une œuvre apaisante pour leur collectivité, des lieux sacrés, peut-être des constructions humaines pour élever les humains et je trouve ça absolument incroyable. Il n'y a pas un seul pays qui ne soit pas recevable, je dirais, au niveau spirituel. Aujourd'hui, je reçois des messages du monde entier. Il y a des gens qui me font coucou du Togo, d'Ouganda, etc. Ils me disent mais venez, je peux vous monter et vous faire découvrir des programmes incroyables. Et des fois, je vois qu'en France, c'est pas toujours facile de proposer de l'Ouganda ou de proposer de l'Ouzbékistan, alors que je vois toute la qualité humaine qu'il y a derrière. Moi, si j'ai un message à transmettre, c'est voyager, aller découvrir l'étranger. Dans cet étranger, nous grandissons. Et dans cet inconnu, nous grandissons. Et même si ça peut faire peur, même si on peut se poser des questions, allons-y. Moi, je suis toujours attiré par des destinations comme par exemple comme l'Iran, comme l'Irak, qui ont des lieux absolument incroyables, qui sont un peu désertés ces temps-ci. Mais dernièrement, j'ai vu un petit groupe se monter et aller visiter l'Iran, et on sait que c'est une civilisation incroyablement majestueuse. Et je dis aux gens, voyagez, allez vers l'étranger. Le Dalai Lama le dit, allez chaque année dans un endroit que vous ne connaissez pas, et finalement cet endroit-là, c'est pas forcément aller au bout du monde, c'est peut-être juste faire 3 pas autour de soi et se dire tiens, j'ai jamais pensé à aller visiter ce parc qui est à côté de moi, ou cette petite prairie, ou je ne sais pas trop quoi, ou voilà, et le voyage commence là. Et moi j'aime dire aussi, pour toutes les personnes, il y a des fois des gens, ils me disent mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants, ou j'ai pas d'argent, je peux pas voyager. Je leur dis, le plus beau des voyages, c'est celui que l'on fait à l'intérieur de soi, et là t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de temps, simplement tout est là à l'intérieur de toi, quoi. Et ben voilà, Éric Grange, c'est sur cette belle parole que l'on va conclure cette discussion. Merci mille fois d'être venu nous parler de tous ces voyages. Je rappelle que vous êtes le créateur d'Oasis Voyage. Quand on vous trouve sur Internet, il vous suffit de taper dans Google Oasis Voyage et vous aurez toutes les infos. Merci, on essaiera peut-être de se voir à Lyon le week-end prochain, si vous passez. Je viendrai vous voir, et puis en grand bravo à toute l'équipe de BTLV. Je trouve que ce que vous faites est de manière indépendante et libre et précieux, et vous faites partie des pionniers de la conscience d'aujourd'hui. Je vous en félicite de tout mon cœur et je vous souhaite bon vent. Et puis nous, je vais me faire connaître BTLV chez nos participants. Bravo, et puis merci de votre attention. Merci à vous. À tous nos auditeurs qui nous ont écoutés.